À la suite de la mort de Quentin, membre de l'Action française de 23 ans et apparemment garde du corps du collectif Némésis. Certains étant armés de barres de fer, est-ce que Quentin de Ranc a participé à cette rixe? Il y a des antifas qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger. Et eux n'étaient pas armés? Non. De nombreux politiques ont réagi à ce drame, et notamment le roi de la désinformation, j'ai nommé Éric Zemmour. C'est révélateur du degré de violence de l'extrême gauche depuis 100 ans. Depuis la révolution communiste, je peux vous refaire toute l'histoire. C'est toujours eux qui agressent, c'est toujours eux qui tuent. Alors personne ne devrait mourir pour des divergences politiques, ça je suis complètement d'accord, mais vous affirmez que depuis 100 ans, c'est que l'extrême gauche qui blesse et qui tue, ce qui est historiquement faux. Je peux vous refaire toute l'histoire. Alors évidemment, vous allez pas refaire l'histoire, donc je m'en charge. Alors monsieur Éric Zemmour prend la révolution de 1917 comme point de départ. Une révolution qui conduit au pouvoir par les bolcheviks et qui s'inscrit dans des courants conservateurs ou contre-révolutionnaires, car selon l'ultra-droite, c'est vraiment un point de départ d'une violence politique en France. En réalité, la révolution de 1917 conduit notamment à la création du PCF en 1920, fait monter une certaine peur à l'ultra-droite, mais ce que monsieur Zemmour oublie de dire, c'est que cette fameuse peur du péril rouge essaie de légitimer entre autres une violence de l'ultra-droite pour tenter de repousser la gauche. Mais on est d'accord, l'ultra-gauche a bien produit des violences au cours de son histoire, notamment à partir de 1917. On pense notamment à l'action directe responsable de l'assassinat du PDG de Renault, Georges Besse, en 1986. C'est réel, documenté et condamnable, mais attention, ça reste isolé. Donc remettons ça dans le contexte général des violences politiques. Car vous l'aurez compris, la violence d'extrême droite est structurellement bien plus grande. Dès l'entre-deux-guerres, des groupuscules d'extrême droite organisent la violence politique. Parmi eux, l'Action française, dont l'un des fondateurs, Charles Maurras, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour collaboration avec l'ennemi nazi, ce même groupe dont Quentin faisait partie et qui s'est battu lors de la rixe du 14 février. Le 6 février 1934, ces mêmes groupes organisent une émeute anti-parlementaire. On compte selon les sources 14 morts civils et plus de 1000 blessés. 2 ans plus tard, le 13 février 1936, Léon Blum, futur chef du gouvernement du Front Populaire, se fait lyncher par ces mêmes groupuscules. Encore plus tard, en 1937, le groupe terroriste La Cagoule assassine les 2 frères antifascistes Roselli. Et puis vient l'OAS, responsable d'environ 2000 morts en métropole et en Algérie française. Donc je vous donne des faits, et maintenant je vous donne des chiffres, car avant de parler, il faut se renseigner. Dans Violence politique en France de 1986 à nos jours, dirigée par Isabelle Sommier, les chercheurs ont analysé 6000 épisodes de violence politique sur 30 ans. Résultat, parmi les violences idéologiques, 9 meurtres sur 10 sont imputables à l'extrême droite. Et je vous invite à lire l'état des lieux complet sur revuepolitique.fr car c'est d'utilité publique, notamment dans ce milieu de désinformation et ce climat dans lequel on vit. Il reste 53 morts du côté des violences idéologiques. En 40 ans. Voilà, ultra-gauche ou ultra-droite. Or, sur ces 53 morts, vous en avez 5 qui sont le fait d'ultra-gauche et 48 qui sont le fait d'ultra-droite. Zemmour nous parle du passé, alors parlons du présent. 2013, Clément Méric, 18 ans, tué par des skinheads néofascistes. 2022, le rugbyman Federico Aramburu, tué par 2 militants d'extrême droite du GUD. Février 2024, Angela Rostas, mère de famille rome, tuée à Chenex pour ce qu'elle était. Et plus récemment, janvier 2026, Ismaël Ali, 20 ans, retrouvé mort dans un étang près de Lyon. Même ville que Quentin, le suspect a été mis en examen pour caractère raciste, sauf que tous ceux que j'ai cités n'ont pas eu une minute de silence. Donc monsieur Zemmour, si on faisait une minute de silence pour toutes les victimes de l'ultra-droite depuis 1917, je pense que vous resteriez silencieux jusqu'au moins les prochaines présidentielles, et croyez-moi, ça nous ferait du bien.